on va vous faire une conférence sur la cohérence de l'univers Star Wars au sein de sa continuité, au sein de toutes ses œuvres. On est de Star Wars Holonet, qui est principalement une encyclopédie en ligne, une composante à l'actualité. Et on va détailler un petit peu, mais d'abord on va faire un petit tour des intervenants. Donc Star Wars Holonet, c'est une section encyclopédique qui est représentée actuellement par Eric, Florian, et une section actualité avec Simon et moi, donc Clément. Donc, un petit rappel, Star Wars pour le public et le grand public, c'est surtout des films. Donc une série de 3 premiers films, 6, puis 7 l'année dernière, et maintenant on est au 8e, avant de basculer un peu plus dans le nombre. Mais c'est aussi des livres, des séries, des bandes dessinées, des jeux vidéo, des guides de jeux de rôle, tout ce qu'on a appelé l'univers étendu. Alors, est-ce que vous êtes familier un petit peu avec l'univers étendu pour les gens Hop. Et donc, la multiplicité des œuvres qui est apparue dans Star Wars, donc dans l'univers étendu, plus tous les films, a posé quelques problèmes en termes de cohérence. Est-ce qu'on avait bien des liens? Est-ce que les œuvres se chevauchaient pas? Donc, voilà, il y avait des difficultés à faire cohabiter les histoires pour le jeune public et pour un public un peu plus adulte. Donc voilà, c'est tous ces petits problèmes qu'on va essayer de voir. Et oui, petit rappel, qu'est-ce qu'on entend par continuité? C'est l'ordre chronologique des œuvres. Donc l'épisode 1 se passe avant l'épisode 2, avant l'épisode 3, même s'ils ont été faits après, l'épisode 4, 5, 6, c'est ça. Et la cohérence, c'est ce qu'on appelle c'est le lien entre ces œuvres-là. Comment ils s'expriment. Donc voilà, on va vous faire une petite démonstration en 6 parties. Ça va être costaud. Donc faut vous accrocher. Il y a surtout des grosses parties. Donc, comment s'est créée la continuité dans Star Wars? Rappel un peu historique de où on est parti et où on arrive. Comment s'est créée la cohérence dans Star Wars? Parce que c'est bien de créer une continuité, mais c'est mieux d'avoir quelque chose de cohérent. On va revoir l'impact un peu du rachat par Disney sur ces éléments. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'on a actuellement maintenant? Focus sur l'étoile de la mort, qui est quand même un gros thème de Rogue One. Ah oui, petite précision, on essaiera normalement de ne pas spoiler Rogue One pour ceux qui n'ont pas vu. Donc, ça. Et après, donc, la place de Rogue One dans sa continuité, et à la fin, est-ce que Star Wars est la seule à avoir ce problème, ou existe-t-il dans d'autres licences? Donc on va commencer tout de suite avec une brève histoire des continuités de Star Wars, et j'appelle Florian qui va nous en parler. Bonjour. Tu nous fais un petit rappel Oui, donc, donc la question peut être abordée de différentes manières sur la continuité. Pour ce qui est des films eux-mêmes, l'objectif... Un peu plus fort. Oui, pardon. L'objectif initial de Lucas était d'abord de réaliser un seul film, Space Opera. Et entre le début de son projet, qui a débuté en 73, le film étant sorti en 77, pour rappel, et jusqu'à la sortie du Retour du Jedi 10 ans après, et même jusqu'à la prélogie, il n'a cessé de continuer à vouloir développer sa saga en prévoyant jusqu'à 12 films. Et il n'en a réalisé que 6. Donc, de plus, comme tout créatif, George Lucas a créé un arrière-plan narratif à son univers, bien au-delà de ce que laisse entrevoir son premier film. On pense tout de suite à l'Empire, à l'histoire des Jedi, à la République, ou même à la guerre des clones qui sont mentionnés dans le premier film. Donc l'idée de continuité narrative est présente depuis le début dans l'ADN de la saga, même en ce qui concerne les œuvres non cinématographiques. On notera ainsi qu'en 1976 sort le tout premier roman, Star Wars From the Adventures of Luke Skywalker. Donc 1 an avant la sortie du film, c'est une adaptation du script original. Mais en avril 1977 sortira la toute première adaptation en comics aussi. Donc, mais Lucas voyait au-delà de simples adaptations. Il pensait que son univers était assez riche pour que d'autres auteurs, évidemment licenciés par Lucasfilm, puissent développer son univers avec leur propre histoire. La toute première œuvre originale de Star Wars sort en octobre 1977 et c'est une histoire qui est présente dans le magazine Pizza, ce que vous voyez ici. À partir de cet instant, les œuvres Star Wars n'ont plus cessé d'affluer, il en existe maintenant plusieurs centaines, on compte même en milliers. Et il y en a une un peu plus marquante au début que d'autres, ou c'est un peu homogène? Oui, alors la plus marquante, enfin
dans cette période, c'est en 78, c'est Splinter of the Mind's Eyes. Je n'ai pas de titre francophone à vous donner parce qu'il n'a jamais été, en roman, il n'a jamais été édité en français. Et il a été écrit, et alors la petite anecdote, il a été écrit par Alan Dean Foster qui a écrit l'adaptation roman sortie en 76, mais sous le nom de George Lucas à l'époque, parce que pour des raisons diverses. Et c'est aussi l'auteur du roman, de l'adaptation en roman de l'épisode 7. Donc le plan initial de ce roman, c'était qu'il devait servir de base pour un téléfilm si jamais Star Wars n'avait pas de succès au cinéma. Donc il a été supervisé de façon plus ou moins forte par le George Lucas, mais en laissant beaucoup de liberté quand même à l'auteur. Donc pendant une dizaine d'années, l'univers Star Wars a lentement mais sûrement continué à se développer. Donc côté roman, on a eu une petite poignée d'œuvres, 6 romans, notamment une trilogie dédiée à Yann Solo et une autre dédiée à Lando Calrissian, qui sont publiés entre 79 et 83. Et les comics Marvel sont bien plus endurants et dureront jusque dans les années 86, avec le dernier numéro, le numéro 107, vous voyez la couverture ici, qui sortira. On notera au passage dans cette période aussi la la réalisation de 2 séries d'animation qui s'appellent Droids et Ewok, qui sont sorties en français, pour le bonheur ou le malheur de ceux qui nous regardaient d'ailleurs. Et aussi 2 téléfilms Ewok dans le même acabit. Mais réalisés en images par contre de prise de vue réelle. On note que à partir de 86, tout ce qui est Marvel, roman, etc., ça s'essouffle. Alors qu'on a une reprise actuellement avec Fleuve Noir, des cours, etc. Comment expliquer ce cas? Alors l'un des premiers liens qu'on peut faire, c'est le jeu de rôle édité par West End Game dans 87, qui a commencé en 87 et qui durera jusqu'en 98. Donc vous avez la couverture de la toute première édition aussi. Donc en parallèle à ça, une petite révolution s'organise. Lucas commence à porter un regard plus sérieux sur les romans et les comics et on confie à l'auteur Timothy Zahn la tâche ardue d'écrire une trilogie de romans à la hauteur des films. Côté comics, c'est Tom Veitch et Cam Kennedy qui s'attellent à une série courte tout aussi ambitieuse. Cette nouvelle impulsion, qui porte ses fruits en 91, est un succès qu'on n'a jamais connu auparavant dans l'adaptation, dans l'utilisation d'œuvres appartenant à une franchise. Et on commence à avoir une conscience relative à l'univers étendu. Pour les 2 premières œuvres, donc le premier roman écrit par Timothy Zahn, vous avez la couverture ici, qui est en anglais Heir of the Empire, mais en français c'est L'héritier de l'Empire. Et le comics est l'ensemble, s'appelle L'Empire des Ténèbres ou Dark Empire en anglais. Il faut noter aussi qu'en 91 il y a une poussée sur les jeux vidéo avec LucasArts, qui avant a été créé en 83, il me semble, sous le nom de Lucasfilm Games, mais qui n'a pas produit de jeux vidéo jusqu'en 91. Enfin, jeux vidéo Star Wars. D'accord. Et depuis, ça explose Alors, ils développent une synergie. Donc une synergie, c'est chaque œuvre travaille ensemble pour créer quelque chose de plus qu'elle-même. Donc on a la création d'une conscience de l'univers étendu qui se crée. Donc l'univers étendu, c'est, comme l'a décrit Clément, c'est l'ensemble de ces œuvres qui sont en dehors des films. Et les auteurs s'en donnent à cœur joie. Par exemple, en 95, nous avons la série Tales of the Jedi, qui n'est pas sur le diapo, mais qui mérite d'être notée, puisqu'elle se passe 5000 ans avant les films, et dans la chronologie Star Wars. Donc c'est quand même un retour important en arrière, et elle se concentre sur l'histoire des Jedi et des Sith. Donc cette synergie est d'autant plus visible en 96 avec la sortie de Les Ombres de l'Empire, donc Shadow of the Empire, qui est un projet multimédia, c'est-à-dire que sur le même titre sort roman, comics, jeux vidéo. Vous connaissez sans doute le jeu vidéo qui est sorti sur Nintendo 64 à l'époque et un peu plus tard sur PC. Et je crois que c'est tout. Et aussi des livres de jeux de rôle. Et on sait qu'en 99, on a une trilogie qui arrive. Ça donne un second souffle, on part sur autre chose, on développe un peu plus l'univers étendu. Jusqu'à là, Lucas avait un peu bloqué le développement de l'univers étendu sur certaines périodes, notamment juste ce qui se passe sur les plus ou moins 20 ans avant les films et encore jusqu'avant pour éviter, en fait, parce qu'il prévoyait développer des films.
Donc il avait interdit qu'on parle de cette période. Mais donc avec la menace fantôme et ensuite l'attaque des clones, on a vraiment une volonté de la part de Lucasfilm de publier des œuvres en relation et avec tout un programme associé. Donc par exemple entre 2002 et 2005, on aura le programme multimédia Clone Wars qui verra diverses œuvres, dont notamment l'une des plus marquantes sera sans doute la série. Une série d'animation en 2D qu'il ne faut pas confondre avec la série The Clone Wars qui elle est en 3D, qui sortira en 2008. Donc on remarquera aussi pendant cette période niveau roman, on a par exemple le Nouvel Ordre Jedi qui est une série très impressionnante qui comporte 19 romans, qui est publié entre 1999 et 2003. Le rythme de publication est soutenu d'ailleurs entre chaque support. Très souvent c'est un rythme de 1 tous les 2 mois ou quelque chose comme ça. Donc on a aussi les jeux de rôle qui se sont arrêtés chez West End Games en 98, et il faut savoir qu'ils en avaient publié une centaine de guides, ce qui est très impressionnant, sont repris par Wizards of the Coast dès 2010, et vous avez donc la couverture de la première édition, parce qu'à chaque fois ils refont des éditions supplémentaires au fil du temps. Et aussi, il faut noter que les guides deviennent de plus en plus répandus. Donc nous avons par exemple la série des Essential Guides, qui malheureusement est très peu traduit en français. On a une traduction qui est récemment sortie de la classe, mais sinon à part ça... Et sinon les guides visuels par contre qu'on connaît très bien en France. Et aussi bien d'autres encyclopédies. Et on s'approche peut-être bien, on voit que 2015, le voyage vers le réveil de la force. Donc on passe le rachat de Disney, mais avant ça on a d'autres événements marquants, d'autres séries qui vont marquer l'univers étendu et la continuité dans Star Wars. On peut par exemple mentionner une série qui se passe 130 ans après les films, on a Star Wars Legacy en comics. Sinon il faut aussi noter, chose très importante parce qu'on y reviendra à la suite, la série en 2008 que j'ai mentionné de The Clone Wars, qui est développée par George Lucas. Il y a vraiment eu un pied très important dedans. Donc, ça, il faut s'en rappeler parce que c'est vraiment très important. Cette série donc, sera diffusée entre une saison par année entre 2008 et 2014. Donc, elle commencera avec un film sorti au cinéma. Et donc, qu'en est-il de le nouvel univers étendu? Donc, oui, donc après, en 2012, on a le rachat de Disney, enfin de Lucasfilm par Disney. Et donc, les nouveaux films étant prévus, il faut laisser de la place à ces nouveaux films. Et on commence à pousser l'univers étendu à l'extérieur de ce nouvel ensemble narratif. Donc, on a un nouveau... C'est un reboot. Il y a pas... voilà. Et on a un socle narratif qui s'établit uniquement sur la base des 6 premiers films et de la série The Clone Wars. Donc voilà, c'est pourquoi elle est important. Donc à partir de ce moment-là, on a l'univers étendu qui n'est plus mentionné ainsi, on l'appelle l'univers Legend maintenant. Et parce que, voilà, le mot évoque tout de suite ce que ça veut dire, hein, c'est les anciennes histoires qui n'ont plus vraiment d'impact sur la narration actuelle, mais qui quand même ont toujours un sens pour les fans. Donc une nouvelle entité pour développer la nouvelle narration, une nouvelle entité est créée, c'est le Story Group, donc qui essaye d'avoir un modèle plus réfléchi de la conception de la narration au sein de l'univers Star Wars. Donc l'un des premiers exemples de l'action du Story Group est notamment la série de livres, donc c'est encore un ensemble multimédia de Voyage vers Star Wars, Voyage vers Star Wars, le réveil de la force, qui comprend une dizaine d'œuvres. Donc comme on a pu le voir, le développement de la continuité narrative de Star Wars est passé par diverses itérations. Tout d'abord, il a connu ses balbutiements dans les années 70 et 80, pour se poursuivre pour connaître un nouveau souffle dans les années 90. Et les années 2000 ont vu ce développement narratif atteindre une certaine maturité. Il ne faut cependant pas voir le redémarrage de la continuité Star Wars comme un retour en arrière. Au contraire, en plus de répondre aux contraintes liées au film en développement, il permet aussi de gérer un problème qui hante l'univers Star Wars depuis sa création. La cohérence ? Exactement.
Donc, comme on peut réduire ces difficultés en deux facteurs principaux de déstabilisation de la cohérence. Donc, d'une part, la cohésion n'a pas été un sujet de préoccupation très tôt dans la licence, il est arrivé seulement vers les années 90. Et ensuite, il y a un gros problème, c'est que George Lucas était plus ou moins indifférent des productions faites autour de Star Wars, et il voyait vraiment la chose de façon séparée. Donc, comment ça se passait au départ? Donc, alors on ne va pas revenir aussi loin que 77, hein, mais en 79. Donc comme on l'a dit, Lucas pensait que son univers était assez diversifié, enfin il avait assez de potentiel pour que d'autres auteurs puissent s'en emparer d'une certaine façon. Et donc très tôt, comme je l'ai dit, il y a des œuvres qui sont publiées, mais il y a le département qui gère ça, ne crée qu'en 79. Donc c'est Lucas Licensing, et qui s'occupe donc de gérer tous les droits et la création aussi de ces œuvres. Mais pour un peu vous dire, au départ, la cohérence n'est pas encore un problème évident, mais c'est surtout, par exemple, dans les comics, le problème d'ordre de cohérence visuelle, parce qu'on a des Star Destroyer qui changent qui changent d'une page à l'autre, on a des Luke Skywalker qui ressemblent à Musclor, enfin, ce genre de choses. Donc, et comme on l'a vu, West End Games et son jeu de rôle en 87 commenceront à faire évoluer les mentalités en offrant des contenus décrivant l'univers Star Wars comme un tout cohérent. Donc le jeu de rôle Star Wars servira de fondation à l'établissement d'une conscience autour de la cohérence. On a vu tout à l'heure dans la confronté que 91 était un pivot dans le terme. Au niveau de la cohérence, ça s'est traduit comment? Quel a été l'impact de l'héritier de l'Empire? Comme ça a été un pivot pour la continuité, c'est vraiment un moment charnière pour cristalliser la conscience autour de la cohérence. Avec deux éditeurs, donc principalement, qui sont Bantam Books pour les romans et Dark Horse pour les comics, donc, qui vont travailler de façon très rapprochée avec Lucas Licensing. Donc il n'est plus la question d'auteurs isolés, même si avant il y avait encore des éditeurs, mais la réflexion est vraiment une question de synergie, ça veut dire que les auteurs vont échanger des idées, et des éléments présents dans des romans vont se retrouver dans d'autres œuvres, et il va y avoir constamment un échange entre les œuvres. Donc on parle alors de métatextualité ou de synergie narrative. Et justement, avec des œuvres de plus en plus importantes, comment c'est géré tout ça? Alors, il y a un problème qui se prend en lui-même, c'est-à-dire que quand on essaye de faire des œuvres qui sont cohérentes entre elles et qui s'appellent constamment, si on ne suit pas ça correctement, il y a un problème justement de suivi de cette cohérence. Et des incohérences alors apparaissent, des anomalies. Donc c'est un besoin qui se fait de plus en plus pressant avec l'arrivée de prochaine dans les années 99 par rapport à cette période de la menace fantôme, donc le film, et aussi des RPG, enfin de la nouvelle vague de livres de RPG de Wizard of the Coast. Donc la solution de Lucasfilm et de Lucas Licensing est d'engager Leland Chee, qui est un passionné qui a été remarqué pour son travail, notamment sur les tests de vidéos de l'épisode 1. Donc il crée l'Ocron Continuity Database, qui est une base de données au sein du Lucasfilm où tous les ensembles... Oui, donc on a une image qui se trouve d'ailleurs ici, c'est la seule image qui a jamais été diffusée. Et ça a été diffusé dans une Star Wars Celebration d'ailleurs. Et ceci sert de base pour tous les auteurs sans réfère, et Leland Chee sert de lien entre les auteurs, mais sans le pouvoir décisionnel. Il n'est là que comme consultant, si on peut dire. Pour gérer justement ces problèmes de continuité, et pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de contradictions, même si on verra que malgré tout il y en aura. Donc le gardien de l'Holocron, c'est le surnom qu'on donne à Leland Chee, établit plusieurs niveaux de canonicité. Donc le canon, on détermine qu'une œuvre est canon quand en fait elle est officiellement reconnue comme faisant partie de la continuité principale de Star Wars. Donc par exemple, une œuvre non canon, ce serait Lego Star Wars. Donc le G-canon, c'est tout ce qui est les œuvres de Lucas, donc les films. On peut aussi considérer la série The Clone Wars comme en faisant partie, même si il avait été créé un niveau intermédiaire qui s'appelait le T-canon.
Après, vous avez le C-canon, donc c'est la continuité régulière, et le S-canon, c'est donc toutes les œuvres qui ont été publiées avant les années 90. Donc pour gérer les problèmes qui apparaissent quand même, on a le système de retcon. Donc le retcon, c'est un moyen narratif de modifier une information qui apparaît dans une œuvre précédente pour la mettre en relation, enfin pour la mettre d'une façon adéquate pour qu'il n'y ait plus d'incohérence avec les œuvres nouvelles. Au début de la partie, tu disais que George Lucas restait frileux par rapport aux autres œuvres. Qu'en est-il malgré ces dispositions? Est-ce qu'on continue à être frileux, continue à être frileux ou... pendant très longtemps, c'était une question ambiguë pour les fans. Même, enfin, on va dire jusqu'au rachat même. Ce n'est pas une question qui a été beaucoup abordée, même si il a mentionné dans une interview qu'il ne s'intéressait pas aux œuvres de l'univers étendu. Mais il faut savoir quand même qu'il en réutilise de temps en temps les personnages, par exemple Alia Sekura, qui provient d'un comics, dont il faut savoir que George Lucas est quelqu'un de très visuel et qui aime beaucoup les comics, et il avait repéré le personnage sur une couverture qu'il avait vue au sein du studio. Donc pour lui, il y a bien deux univers, il n'a jamais cherché à... Enfin, pardon. Il y a le sien et celui des autres auteurs. Cependant, il n'a jamais été particulièrement vocal à ce sujet et Lucasfilm n'a jamais cherché dans sa communication à en faire la distinction auprès des fans. Avec le temps, toutefois, les rapports entre Lucas et l'univers étendu sont devenus conflictuels. Par exemple, avec un petit exemple, en 99, c'est dans l'épisode 1, un personnage apparaît et un Quarren. Et en fait, il avait été décrit que les Quarren, comme les Moncal, pour vous dire, les Moncal, ce sont par exemple l'amiral Akbar, dans l'épisode 6. Viennent de la planète Calamari qui a été découverte par l'Empire. Donc l'épisode 1 se passant avant tout ça, ça entre en conflit. Donc il a fallu retcon cette information. Mais ça, c'était vraiment très limité à l'époque. Et on peut revenir un peu sur le story group, tu en as parlé rapidement un peu plus haut. J'y reviens encore un peu plus tard parce que je voudrais parler de The Clone Noir, non? Si, oui. Vas-y. Donc, outre l'exemple du Quarren que j'ai donné, donc, quand la série The Clone Wars arrive, il y a un vrai conflit avec l'univers étendu puisque de nombreux éléments entrent en conflit. Donc par exemple, les Mandaloriens qui sont particulièrement décrits, notamment par Karen Traviss dans ses romans dans l'univers étendu, n'ont plus du tout la même connotation dans les œuvres de George Lucas qu'élève. Donc je parle bien de la série. Donc on découvre par exemple une société pacifiste, en partie, parce qu'il faut savoir que ça reste quand même, ils ont quand même une culture derrière, mais il y a aussi par exemple la culture pseudo-mandalorienne des clones qui est présente dans l'univers étendu mais qui n'existe pas du tout dans la série. Et donc de manière générale, ça gênera les fans beaucoup parce que j'ai donné juste deux exemples mais presque tous les épisodes ont des éléments de ce genre. Et de plus, un autre élément qui gênera particulièrement les fans, c'est que des éléments narratifs et non plus visuels de l'univers étendu seront utilisés dans la série, comme les Sœurs de la Nuit, de Datomi. Et le problème, c'est que derrière ça, l'univers étendu n'arrêtera pas de faire des retcons pour essayer de coller à cette vision de George Lucas. Et donc, l'intérêt du story group arrive. Donc on en arrive au story group, donc avec le rachat en 2012 de Lucasfilm. Et la volonté de créer des nouveaux films, donc c'est Kathleen Kennedy qui reprend le studio et en 2013 elle fonde le Lucasfilm Story Group. Donc c'est cette nouvelle entité qui est bien distincte de Lucas Licensing, qui existe toujours mais qui n'a plus le même mandat, enfin qui a un mandat réduit, veut superviser de manière très poussée le développement narratif et le développement tout simplement des œuvres. Et notamment en poussant le concept de synergie, de continuité et de cohérence, bien sûr. Donc dans ce story group, notamment, on a par exemple les grands patrons ne sont pas sur cette image, ce sont des femmes, ce sont Kiri Hart et Daniela Williams par exemple. Mais là par exemple, vous avez donc Linanchi, qui est ici, vous avez Pablo Hidalgo qui est
on va dire, quelqu'un de très vocal à ce sujet pour la communauté, mais qui aussi s'occupe des séries, des romans, mais qui vraiment chapeaute presque un peu tout. Et vous avez ici Matt Martin qui s'occupe en particulier des comics. Donc entre 2012 et 2014, les futurs films commencent à être élaborés, et l'univers étendu est passé en légende. Mais c'est... comme évoqué dans la première partie, mais la réflexion du story group sur la gestion de la continuité et de la cohérence est l'un des facteurs responsables de ce passage de l'univers étendu au statut de Legends. En effet, comme on a pu le voir, l'univers étendu s'est construit en réagissant aux problèmes qui se sont présentés à lui, tels que les conflits de cohérence causés par le manque de suivi initial et la volonté de s'adapter constamment à l'univers, à la vision de George Lucas, plutôt que de suivre un chemin parallèle. Donc, à contrario, le Story Group se propose d'anticiper ces problématiques, la gestion du développement narratif de l'ensemble des productions Star Wars, dont les films passent par le Story Group, qui se propose d'accompagner les œuvres durant les différentes phases de leur création. Donc on a vraiment une réflexion qui est à un autre niveau que ce qui s'est fait auparavant. Et il n'est plus question non plus d'établir de hiérarchie entre les œuvres dans le canon, c'est-à-dire que toutes les œuvres, que ce soit les films ou que ce soit les comics, sont à un même niveau, même si dans les films, les films sont toujours plus importants, notamment dans la production, mais voilà, on n'a plus de question de se dire voilà, c'est une vision plus égalitaire au niveau créatif. Et donc l'univers étendu, légende, est-il mort, il ne vit plus ou... Alors, je n'aime pas du tout dire qu'il est mort. En fait, comme dirait Pablo Hidalgo, il est plutôt préservé, parce que évidemment, il n'y a plus cette question de modifications constantes qui sont apportées à l'univers étendu, notamment à cause de la série Clone Wars, mais aussi parce que les œuvres viennent contredire d'anciennes œuvres, même si bien sûr c'est très dommage que l'histoire n'ait pas pu être continuée, parce qu'on a par exemple des livres, des séries de romans dont l'histoire on n'a jamais connu la fin. Donc par contre l'univers Legends continue avec deux groupes d'œuvres. On a par exemple le jeu vidéo Star Wars The Old Republic qui continue son histoire. La dernière extension du jeu vidéo est sortie ce mois-ci. Et aussi, on a aussi les jeux de rôle de Fantasy Flight Games qui, eux, sont un hybride entre Legends et puis enfin ils piochent des éléments de Legends et ils piochent des éléments du nouveau canon pour donner des éléments de jeu aux maîtres de jeu, puisque faut quand même se rendre bien compte que les maîtres de jeu de toute façon font ce qu'ils veulent avec leur univers. Donc voilà. Et puis on a aussi quand même la réédition des anciennes œuvres, avec par exemple là vous avez la série de la trilogie de Timothy Zahn avec une nouvelle couverture particulièrement belle. Et même en France on a les rééditions de ces œuvres. Donc non, l'univers étendu n'est pas mort et vous pouvez toujours l'apprécier. Merci Florian pour ces parties. Tiens, je vais passer un peu sur le canon actuel, revenir donc sur au final Star Wars actuellement, aujourd'hui c'est quoi. Donc fin 2012, on en a un peu parlé, Disney rachète Lucasfilm, avec mise en place de nouveaux films, on a un battement, 2012-2014, qu'est-ce qui va se passer, sur quoi ça va porter. Le coup près tombe, avril 2014, un nouveau canon est créé, donc une nouvelle histoire officielle est établie. Elle prend pour base les films qui ont été faits, donc les 6 films, plus la série The Clone Wars, comme Florian l'a dit. Et pareil, l'ancien canon est mis de côté, préservé. Florian disait qu'il était préservé. C'est même ça, il est utilisé comme une boîte à idées. On y pioche dedans ce qu'on veut y mettre, l'influence de certains personnages, etc. On le prend, on peut modifier les personnages, c'est pas grave, c'est nouveau. On fait ce que Disney fait un peu ce qu'il veut, et Lucasfilm. Donc l'idée c'est donc de permettre à ce nouveau canon d'avoir une cohérence dans toutes les œuvres. C'est vraiment, on l'a vu, avant on faisait des retcons parce qu'un auteur a fait ceci, un auteur a fait cela. Là on essaye de partir de base pour avoir quelque chose de global et de général. Donc c'est quoi? C'est donc la nouvelle trilogie qui est en cours de développement, jusqu'à 2019, après on verra, il y en aura sûrement d'autres.
Le spin-off Rogue One, donc, qui est sorti actuellement, qui donc s'intercale est vraiment particulier puisque s'intercale entre vraiment deux trilogies importantes et même entre deux œuvres actuelles, entre les séries. Donc c'est vrai que cette question de la cohérence dans Rogue One, on va l'aborder un peu plus tard, est essentielle. Donc on aura Han Solo aussi, la jeunesse d'Han Solo normalement, c'était prévu, à voir. Et en 2020, un troisième spin-off, si les autres fonctionnent et si Star Wars continue de fonctionner pour Disney. Donc on a aussi à l'écran la série Star Wars Rebels, qui reste importante, qui est très importante dans le canon actuel, en termes de personnages, d'action qui est créée. C'est la troisième saison qui est en cours. Peut-être une quatrième, non? Ouais, on ne sait pas encore. Donc peut-être une quatrième saison pour pouvoir rattacher bien, forcément. Avant on disait l'épisode 4, maintenant ça va être rattaché à Rogue One. Donc à voir. Mais aussi, c'est pas que les livres, c'est pas que à l'écran, sur télé, au cinéma, ça reste aussi un univers étendu qui est sur des livres, DVD. Donc en livre, on a les éditions Del Rey Pocket, Del Rey aux États-Unis, Pocket en France pour les livres, et les BD c'est Marvel et Panini Comics pour la France. Donc on a en BD actuellement 9 séries qui sont en cours de développement, ce qui est quand même assez important quand on considère que c'est depuis 2014. Donc 9 séries en cours de développement. Donc, une série intitulée Star Wars qui suit un peu Leia, Han, Luke dans l'univers. On a du Poe Dameron, donc qui est en lien avec l'épisode 7 et la nouvelle trilogie. On a du Lando, du Chewbacca, donc voilà, c'est pas mal de petites séries. On a même du Dark Vador, un crossover Star Wars Dark Vador. Et on a aussi des livres. Alors pour les livres, c'est un peu plus particulier parce que on a des romans jeunesse, surtout sur Rebels et The Clone Wars qui sont présents. Et après, on a toute une série de livres qui sont liés au film pour porter un projet un peu plus complet, plus multimédia. Donc on a Aftermath qui était en lien avec l'épisode 7. On a Tarkin ou encore Catalyst, on reviendra un peu plus loin, qui sont en lien donc, directement avec Rogue One. Et on dénote une trentaine de romans en français. Mais on a aussi d'autres sources encore. On a les nouvelles dans le magazine officiel Star Wars Insider, où chaque magazine proposait plus ou moins certains magazines proposaient des nouvelles. Donc je crois qu'on en a 9, peut-être un peu plus, ça va peut-être dater un petit peu. On a les jeux vidéo. Alors pour l'instant ça reste encore à la mode, les jeux vidéo dans le nouveau canon. Battlefront, on a eu le DLC Bataille de Jakku qui reprenait un peu les événements juste avant l'épisode 7. Uprising, c'est un peu étonnant, pour l'instant les jeux vidéo, on n'a pas grand chose, on attend à venir, on a encore des jeux vidéo en développement chez EA, notamment un jeu d'aventure qui doit apparaître. L'Étoile de la Mort occupe évidemment une place assez importante au sein de l'ancien univers étendu des Armées des Legends et a toujours exercé une fascination. Et dès le début, dans sa conception, les histoires de sa conception ont été appropriées et réappropriées à de nombreuses reprises. Tout d'abord, au départ, elle est attribuée à celui qui la dirige dans l'épisode 4, le Grand Moff Tarkin. Mais dès la fin des années 80 et au début des années 90, on commence à voir de nouveaux inventeurs qui apparaissent, qui auraient contribué à la construction de cette super arme. On peut penser notamment à Bevel Lomelisque, ici présent, qui est mentionné une première fois en 90, avant d'apparaître directement en 95 sur la conception d'une autre super arme dans le roman Le Sabre Noir, Dark Saber. On a aussi l'évocation en 94 par le même auteur du Sabre Noir, Kevin J. Anderson, du complexe de la gueule, qui aurait été créé par Tarkin, et où différents scientifiques, dont Bevel Lomelisque, mais aussi Xwixu, qui représente avant l'heure sans doute Galen Erso, présent dans Rogue One, une scientifique qui aura des cas de conscience par rapport aux super armes qu'elle crée. Et dans ce complexe de la gueule est aussi développé donc non seulement l'étoile noire, avec la création d'un prototype qui aura servi à préfigurer l'étoile noire, mais de nombreuses autres super armes qui reviendront ensuite dans l'univers étendu.
Enfin, il y a à partir de... ça reste globalement stable autour de ce complexe de la gueule pour la création de l'étoile noire, mais la sortie de la prélogie va redonner un coup de sang aux origines de l'étoile de la mort, puisque, par exemple, après, en 2000 sort le roman Planète Rebelle, où Rafe Fienard, en bas à gauche, qui est connu notamment dans l'univers étendu auparavant comme étant le concepteur d'un des autres symboles de l'Empire, à savoir le chasseur taille, propose à Tarquin le concept d'un planétoïde de combat, sans super laser certes, mais déjà sphérique et de la taille d'une petite lune. Et surtout, la plus grosse révision qui apparaît est avec la sortie de l'épisode 2, l'attaque des clones, où les Géonosiens, sous le commandement de Pog le Bref, transmettent au comte Dooku les plans de leur arme ultime, leur station de combat, même plans qui arrivent dans les mains de Dark Sidious, et dont on voit la construction entamée à la fin de l'épisode 3. Cela a d'ailleurs nécessité une retcon dans l'univers étendu, puisque il a fallu expliquer comment il pouvait y avoir un prototype dans le complexe de la gueule et en même temps un prototype en construction dès la fin de l'épisode 3. Et ça a été expliqué que le prototype dans le complexe de la gueule a été mis en place pour tester l'adaptation du super laser sur la station de combat. On voit que l'origine de l'étoile de la mort est un peu bordélique, tu vois l'expression, ça va de partout, etc. L'épisode 4 nous dit que les plans ont été volés, c'est la même chose dans l'univers légende, c'est aussi un souk pas possible. C'est effectivement un épisode qui a attiré là encore beaucoup d'auteurs, notamment dans les jeux vidéo où le personnage principal était souvent poussé à voler les plans pour s'illustrer, parce que la bataille est effectivement mentionnée dans le résumé d'introduction et elle fournit l'avantage pour les producteurs de jeux vidéo de proposer un épisode où les grandes figures de la trilogie originale ne sont pas impliquées, sauf Leia à la main, puisqu'on sait qu'elle a réceptionné les plans. Donc dès le premier jeu vidéo X-Wing en 1995, on a le protagoniste principal, qui est Kayan Farlander, qui est chargé d'escorter les plans jusqu'au Tantive 4. On a aussi, pour les plus nostalgiques, le jeu Dark Force, où on incarne Cal Katarn, un défecteur de l'Empire, qui se charge sur Danuta de voler les plans. Il y a une initiative au niveau des romans, avec la trilogie de la jeunesse de Yann Solo, où son amour de jeunesse, Bria Taren, participe à la bataille de Toprawa, où là encore, des plans de l'étoile noire sont dérobés. Et pour continuer, avec la sortie de la prélogie, on a de nouveau une nouvelle production massive de jeux vidéo, et donc de nouvelles occasions de raconter le vol des plans, cette fois-ci plutôt généralement du côté de l'Empire qui cherche à empêcher le vol des plans. Ainsi, dans Star Wars Battlefront 2, on a plusieurs scénarios, dont un qui implique la lutte contre une rébellion au sein de l'étoile de la mort, menée par un padawan Jedi prisonnier qui aurait dérobé les blancs, qui les envoie jusqu'à Polis Massa, et de Polis Massa, les plans arrivent au Tantive 4. Dans Empire at War, c'est un Moff renégat qui transmet les plans à l'Alliance rebelle via les espions Botan sur Botawi, et il y aura beaucoup d'espions Botan qui mourront en conséquence de la main de l'empereur en personne. Et enfin, en 2007, le jeu Lethal Alliance rajoute le protagoniste principal, Rhea Saren, qui aide Cal Katarn dans sa mission sur Danuta. Donc on voit qu'il y a de multiples origines des plans qui tous finissent par arriver au centre, au Tantive 4, dans l'épisode 4, et ça a nécessité donc nécessairement une révision et une retcon, avec l'explication que les plans avaient été scindés en 3 parties, et que chacune des différentes opérations a contribué à récolter les différentes parties des plans pour les envoyer au Tantive 4. Et encore, la retcon n'est pas totalement efficace, puisque dans certains guides, dont l'un des derniers guides à être sorti sur l'univers étendu, le Essential Guide to Companion, ils expliquent que les plans, après, une fois récupérés par les rebelles, ont été de nouveau scindés en 3 par les rebelles avant d'être envoyés au Tantive 4. Donc il y a une confusion sur est-ce que les plans ont été scindés en 3 avant d'être récupérés ou après. Un millimélo. Voilà, l'étoile de la mort, c'est préfiguré les super armes. C'est pas la seule. Je vous en parle un petit peu de certainement ces armes de destruction massive.
Personnellement, je suis arrivé dans l'univers étendu avec la trilogie de l'Académie Jedi, rédigée justement par Kevin J. Anderson, où on a déjà de nouveau l'occasion de voir une super arme, en l'occurrence le broyeur de soleil, qui lui ne se concentre plus de détruire des planètes, mais carrément des systèmes solaires. C'est dans cette trilogie qu'on découvre le complexe de la gueule, production massive de super armes, ainsi qu'on voit aussi planer l'ombre de Tarkin à l'origine de la conception de ce complexe, et qui continue à vivre par procuration avec la présence comme antagoniste principale de la série de l'amiral Natasida Allah, qui était son héritière spirituelle et sa maîtresse. On vous découvre aussi dans cette trilogie la présence du prototype de l'étoile de la mort. Par ailleurs, dans l'ensemble de l'univers étendu, l'étoile de la mort a donné lieu à beaucoup d'inspiration au niveau des super-armes, la plus célèbre étant l'étoile de la mort 2 dans l'épisode 6. Mais dès 1981, les auteurs des comics Marvel avaient anticipé en créant le Tarkin, en l'hommage à Willis Tarkin, qui est aussi un super laser qui sera détruit, là encore, durant sa construction. Il faut savoir qu'à l'origine, ils voulaient faire carrément une étoile de la mort 2, sans savoir que George Lucas avait déjà prévu de réemployer le concept dans son prochain film. Les concepts de super-armes faisant très impérial, on en a eu beaucoup par la suite à l'époque de la Nouvelle République et dans les années qui suivent la chute de l'Empire. Notamment lors du retour de l'Empereur ressuscité, on a le développement du canon galactique qui tire des missiles d'un bout à l'autre de la galaxie pour faire exploser des planètes, ou des dévastateurs de mondes qui sont chargés d'extraire la matière planétaire sur une planète pour la recycler et créer de nouvelles armes. Toutefois, ces armes de destruction massive ne se limitent pas à la période post-Empire, mais se retrouvent aussi dans la période qui précède, car les auteurs puisent encore toujours dans le symbole de l'arme de destruction massive pour créer des histoires. On a notamment dans les jeux vidéo, par exemple dans la création de KOTOR, la forge stellaire, qui tire, elle, son énergie d'une étoile à proximité, ce qui peut rappeler quelques souvenirs concernant Star Wars 7, pour produire de manière massive des flottes à l'infini, des flottes de vaisseaux à l'infini. On a aussi dans la saga Tales of the Jedi le croiseur auparavant de Nagasado puis de Exarchum qui est capable de déstabiliser les étoiles pour créer des supernovas en réaction. Et enfin, on a la création aussi de la Faucheuse Noire dans la saga à l'époque d'Exarchum qui reviendra ensuite à l'époque de la guerre des clones. D'ailleurs, les super-armes, la Faucheuse Noire fonctionne en utilisant la force, et il y a donc aussi des super-armes qui existent en fonctionnant se fondant non pas sur la technologie, mais sur la force, comme l'enfant de chat, qui est à l'origine, qui est présent dans un comics impliquant Jango Fett et le maître Jedi Yara Alpov, et qui se fondent sur l'utilisation de la force pour fonder littéralement en deux des planètes. Enfin, le thème des super-armes a été utilisé à outrance dans le dernier jeu vidéo de BioWare, Star Wars The Old Republic, où tous les différents personnages rencontrent des super-armes. La classe du Chevalier Jedi en affronte 5 sur chaque planète, avec des noms très évocateurs, en allant du tambour au suppresseur, à la marque de la mort, ou au désolateur. Ce dernier jeu montre de très nombreuses armes et joue toujours sur une forme de cliché en quelque sorte. Toutefois, les super-armes sont aussi présentes de manière plus fantôme. Le thème de la super-arme est employé par exemple dans la saga de l'héritier de l'Empire avec Traum, puisque à proprement parler, il s'agit de l'emplacement d'un entrepôt secret, source disposant de matériel de clonage avancé, mais là encore, il y a un peu le même phénomène avec un emplacement secret à découvrir, puis à saboter, sinon l'Empire, l'antagoniste, gagnera grâce à ce secret. Bon, super-armes, on va les laisser un peu derrière nous pour revenir sur les hommes qui sont dedans, et surtout Tarkin. Tarkin, qui est assez surprenante, a été peu à peu laissé dans l'ombre au sein de l'univers étendu, puisqu'il meurt assez rapidement dans l'épisode 4, et donc ne peut pas apparaître a posteriori, il n'a pas eu de résurrection miraculeuse, et auparavant reste aussi assez discret. Dans la période post-Empire, il reste une figure incarnant la peur. Dans la série l'Escadron Rogue, l'agent impérial Kirtan Lore se félicite d'avoir une ressemblance physique avec Tarkin.
Et sinon, son plus grand à la postérité reste son influence qu'il a eue sur Natesida Ala, qui est une amirale de l'Empire, qui exercera une forte influence dans différentes sagas de l'univers étendu sous la Nouvelle République et par la suite. Pour ce qui est de Tarquin lui-même, il reste donc assez à la marge. Même le roman Death Star, écrit par Michael Reeves et Steve Perry, qui raconte toute l'histoire de l'étoile de la mort depuis sa construction jusqu'à sa destruction, se focalise plus sur des personnages secondaires que sur son concepteur. Et Tarquin se contente de faire des apparitions épisodiques, comme par exemple dans le roman Vent de trahison à l'époque de l'Ancienne République, où il joue un rôle dans la guerre politique que se livrent le sénateur Palpatine et le chancelier Valorum. Et il faut attendre en fait l'apparition de The Clone Wars, qui est à la charnière donc entre l'ancien univers étendu et le nouveau canon, pour qu'on le voit jouer un rôle assez important. Il préside notamment à certains épisodes comme il préside certains procès impliquant des personnages de la série et participe aussi à certains combats. Et c'est donc seulement avec le nouveau canon, notamment avec la sortie du roman Tarquin, qu'il passe vraiment sur le premier plan. Toutefois, son influence et celle de l'étoile de la mort persiste par la suite dans le nouveau canon, puisque le général Hux dans The Force Awakens peut renvoyer à Tarquin, et la base Starkiller évoque sans aucun doute les précédents de l'étoile de la mort. On va finir ta partie sur un ton un peu plus léger, c'est plus l'influence de l'étoile de la mort dans la pop culture, parce que ça reste iconique quand même. Oui, parce qu'elle a eu une influence qui va bien au-delà de la saga en elle-même. On rappellera à titre intéressant d'anecdote la pétition qui avait été signée aux États-Unis pour que le gouvernement des États-Unis construise une étoile de la mort. Le gouvernement avait répondu que, étant donné que c'était juste après la crise de 2008, la Terre n'aurait pas les ressources nécessaires pour pouvoir la construire, que le gouvernement des États-Unis ne cautionnait pas les armes détruisant les planètes, et qu'il considérait que c'était un peu un projet à perte de construire une station de combat qui pouvait être détruite par un simple chasseur. Mais sinon, l'étoile de la mort a reçu des hommages, par exemple, dans ce qui est de l'astrophysique. On pense notamment au satellite Mimas en orbite de Saturne, qui est souvent comparé à l'étoile de la mort par sa forme assez surprenante, et aussi à la théorie sur une potentielle étoile de la mort Némésis aux frontières du système solaire, qui serait responsable de la réorientation des comètes, et donc à l'origine, tous les 25 millions d'années, de l'extinction des planètes, enfin des espèces sur la Terre. Ce serait donc une étoile de la mort Némésis qui aurait détruit les dinosaures, par exemple. Sinon, au sein de l'univers cinématographique, il y a eu différentes références. On peut penser à la parodie de Star Wars qui est faite par Mel Brooks, Spaceball, en français La folle aventure de l'espace, où une station géante absorbe l'atmosphère des planètes au profit des méchants, notamment le très méchant Dark Helmet, un sombre casque. Et enfin, on a eu une référence plus directe récemment avec... là encore, qui montre les interconnexions qui peuvent exister par les droits d'auteur, puisque le dernier trailer le premier trailer de Spider-Man Homecoming montrait notamment une scène où l'un des protagonistes laissait tomber sur le sol le set Lego de l'étoile de la mort. On se demande combien de fois la scène a pu être tournée, et ça démontre, avec Disney qui a les droits à la fois sur Marvel et sur Lucasfilm, les interconnexions auxquelles on peut assister au sein de l'univers cinématographique. Merci Eric. Je vais rappeler Florian, parce qu'on va passer un peu, on va revenir sur Rogue One, sur comment il s'intègre dans le nouveau canon, et d'où on est parti. Rogue One, c'est un peu pourri de tout ce qui a été fait avant. Alors, bon, pour certains fans, des détracteurs du nouveau canon, ils te répondraient certainement par l'affirmative. Pour eux, Rogue One est obligatoirement une réécriture de l'univers étendu. Cependant, mon avis est qu'il n'en est rien, puisque on a des informations, notamment dans une récente interview faite au magazine Variety par John Knoll, il a raconté l'histoire de comment le scénario a été établi. Donc, John Knoll, c'est un petit peu un génie des effets spéciaux. Il est à la tête aujourd'hui de Industrial Light and Magic.
Donc vous pouvez l'admirer ici sur cette photo. Donc son travail lui a notamment valu un Oscar pour le second film Pirates des Caraïbes. Et il est aussi le co-créateur du programme Photoshop. Donc à l'époque vers 2005, il travaille un petit peu avant 2005, il travaille sur le film La Revanche des Sith, que vous connaissez peut-être. Donc il entend qu'au sein de Lucasfilm se développe une série en prise de vue réelle, qui n'a jamais vu le jour. Mais donc il commence à avoir une idée de développer un scénario pour cette série. Et en se basant sur le... Je pense que j'étais passé sur la... Et voilà. Il se base sur l'introduction défilante au début de l'épisode 4, donc qui mentionne des agents rebelles volant les plans d'étoiles noires, exactement ici. Et donc il développe son scénario qui, à l'époque, qui était prévu pour un épisode de 1 heure, en mettant un personnage féminin au centre. Parce qu'il faut savoir que John Knoll a 3 filles, donc il trouve que Star Wars n'a pas encore assez de personnages féminins. Et bien avant que Rey ne soit réfléchi, ne soit créé pour le réveil de la Force. Donc cette ébauche initiale restera dans l'ombre du fait que la série ne soit pas développée. Mais c'est le rachat au final de Lucasfilm par Disney et la mise en branle de cette entreprise pour créer des films spin-off comme Rogue One qui convaincra John Knoll de remettre en avant son projet, notamment en commençant à en parler à ses amis, amis et collègues qui ensuite le redirigeront vers le Story Group, qui sera très enthousiasmé par le projet, tout comme ensuite Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm. Donc c'est vraiment l'origine du film lui-même ne vient pas des méandres de l'univers étendu, mais bien de l'univers original. D'ailleurs, pour l'anecdote et pour faire écho à la partie de mon camarade Eric, quand John Knoll demanda à Pablo Hidalgo si cette histoire avait déjà été racontée, Pablo Hidalgo lui a répondu que oui, plusieurs fois, et que toutes ces histoires se contredisent. Donc Rogue One va vraiment faire les liens entre les différents films du canon, donc l'épisode 3 et l'épisode 4. Le film, c'est vraiment un lien fort entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Et puisqu'il se passe d'ailleurs juste avant l'épisode 4, j'en profite pour faire une référence à la conférence d'hier où une expression a été utilisée. On a parlé d'épisode 3.9. Et c'est effectivement très bien pensé. Donc il fait le lien avec l'épisode 3, puisque comme vous pouvez le voir, c'est l'une des scènes finales de l'épisode 3 fait intervenir le squelette de l'étoile noire. Et puis l'épisode 4, on sait très bien qu'il s'introduit sur l'Empire qui poursuit les rebelles qui viennent tout juste de récupérer les plans. Donc je sais pas si je peux passer là-dessus. Et donc l'univers étendu, le nouveau canon. Alors pour moi c'est un peu ici que brille l'importance du story group. On a vraiment cette réflexion orientée vers la création des films et des œuvres parallèles au film. Donc, mais avant d'arriver sur l'influence du story group, juste commencer avec la série The Clone Wars. Donc pour rappel, avec les films de Lucas, c'est le seul groupe d'œuvres qui a été conservé dans le nouveau canon. Donc il y a notamment 2 liens importants avec la série Rogue One. Alors, juste une note sur les spoilers. Tout ce dont je vais parler a été utilisé dans les trailers ou donc c'est la communication officielle de Lucasfilm. Donc le plus évident, donc pour ceux qui ont suivi l'actualité, c'est le personnage de Saw Gerrera, que vous pouvez voir ici, qui apparaît, qui est joué par Forest Whitaker d'ailleurs, qui apparaît comme personnage principal d'une série de 4 épisodes dans la série The Clone Wars. Et c'est un combattant rebelle face à l'invasion des séparatistes sur Onderon.
Donc, autre lien avec The Clone Wars qui est très peu connu du public, puisqu'il s'agit d'un groupe d'épisodes qui n'a jamais été diffusé à la télévision, mais par contre que l'on trouve sur le site internet officiel de Star Wars, avec des animations et des textures temporaires, mais avec le doublage des acteurs. Donc, dans cet épisode, d'ailleurs vous pouvez le voir ici, hein, le modèle est vraiment très fil de fer. Donc dans cet épisode, il est sujet d'un cristal Kyber, c'est un sujet qui va revenir plusieurs fois dans cette partie, qui est découvert sur la planète Utapo. Alors il faut savoir que les cristaux Kyber servent dans le canon à fabriquer des sabres laser, c'est la base des sabres laser. Mais aussi c'est la base de l'étoile noire. Donc d'un côté nous avons les séparatistes qui, manipulés par Palpatine sous son identité de Dark Sidious, et donc grâce à Dooku, tentent de s'emparer de ce cristal pour alimenter la construction de l'étoile noire. Et de l'autre côté, vous avez les Jedi qui, eux, sont inquiétés par cette découverte et qui envoient l'équipe d'Obi-Wan et d'Anakin pour récupérer ce cristal, mais sans prévenir la République parce qu'ils sont méfiants et craignent que la République commence à fabriquer des nouvelles armes. Parce que Lucas, en même temps, façonne l'arrière-plan narratif de l'étoile noire en disant voilà, il y a déjà eu des armes de ce genre qui ont été utilisées par les Sith, et c'est pour ça que les Jedi sont inquiets à ce sujet. Donc on notera aussi, comme fait remarquer mon camarade Eric, que le personnage de Tarkin est introduit plusieurs fois dans la série, et ses idées totalitaristes et ses liens avec Palpatine sont particulièrement mis en avant. Et on a aussi des liens d'autres grandes séries, c'est Rebelle. Et oui. Et oui. Comment c'est introduit ? Elle a été là, j'en arrive au story group, puisque la série a été développée en parallèle avec Rogue One, hein, c'est la même période. Et d'ailleurs, on m'a laissé entendre que le film lui fait de nombreux clins d'œil, mais je n'en dirai pas plus. De toute façon, je n'ai moi-même pas encore vu le film jusqu'à cet après-midi. Donc comme l'a laissé suggérer les bandes annonces et la communication autour de Rogue One, le nouveau canon représente l'Alliance Rebelle d'une façon bien particulière qui est différente de celle que l'on retrouve dans l'univers étendu. Donc dans le nouveau canon, elle se compose de multiples cellules plus ou moins indépendantes. On sait par exemple que la cellule commandée par Saw Gerrera est de nature extrémiste. Dans la série Rebels, donc, on retrouve l'une de ces cellules, les spectres, ou les plus communs, enfin de façon plus commune, on les appelle les rebelles de Lothal, puisque c'est la planète dans la première saison sur laquelle ils sont basés. Et donc on retrouve les personnages principaux font tous partie de cette série. Donc on retrouve Hera Syndulla, Kanan Jarrus, Sabine, Ezra Bridger, Zeb Orrelios et Chopper. Donc plus tard, cette cellule rejoindra une cellule plus grande qui s'appelle la cellule Phoenix, et qui commande toute une flotte de vaisseaux, soutenue d'ailleurs par Bail Organa et Leia Organa. Et on mentionnera la cellule rebelle basée sur Rilot, qui est sujet de quelques épisodes. Donc si les cellules rebelles existent déjà dans l'univers étendu, je reviens sur ce point un instant, on avait notamment le général Garmel Iblis qui avait une alliance rebelle à lui, on va dire. Mais je trouve quand même que cette idée est beaucoup mieux utilisée dans le canon et rend l'alliance rebelle plus crédible et réaliste. En effet, on pensera notamment à notre propre histoire et à la résistance française qui était désunie jusqu'à l'influence de Jean Moulin. D'ailleurs, ça aide à mieux comprendre les films suivants, puisque les moyens employés par l'Alliance Rebelle dans les premiers films sont plus limités que dans les films suivants. Donc l'un des épisodes de la série, Breaking Ranks, rejoint la narration autour de la construction de l'Étoile Noire, puisqu'il est sujet de récupérer des informations, puis de détruire un vaisseau contenant un cristal Kyber servant à la construction de l'Étoile Noire, sans que les rebelles soient alors conscients de l'existence de l'Étoile Noire, mais seulement de la fabrication d'armes en utilisant possiblement. Donc là on voit cette aura verte, c'est l'explosion de ce cristal dans le vaisseau qui est attaqué par le DOS, qui est le vaisseau principal, enfin le vaisseau des personnages de la série. Ensuite, dans l'épisode Twilight of the Apprentice, il est question d'un temple site sur la planète Malachor,
qui est un monde mort. Alors on découvre pendant l'épisode que les Jedi et les Sith s'y sont fait la guerre, ce qui renvoie un petit peu à l'épisode sur Utapo dans Open Wars, puisque c'est de l'arrière-plan narratif pour expliquer comment les super armes sont venues à être importantes pour les Sith, et notamment le Temple Sith qui lui-même est une super arme ayant provoqué la mort de toute personne sur la planète. C'est d'ailleurs une référence à l'univers étendu, puisque Malachor est une planète qui a été créée dans le jeu vidéo Knights of the Old Republic 2, où une machine de du même ordre obtient les mêmes effets. Donc on comprend mieux d'ailleurs pourquoi, comme ça, pourquoi les super armes de destruction fascinent Palpatine. Enfin, dans Rebels, il y a aussi, dans l'épisode de The Honorables One, les questions de la résistance d'Oderon, donc en lien avec Saw Gerrera, qui est légèrement mentionné par l'agent Calus, et cet épisode se passe aussi sur la lune de la planète Geonosis, où a été entrepris les débuts de la construction de l'étoile de la mort, mais on découvre aussi dans cet épisode que la population de Geonosis a complètement été exterminée, pour garder justement le secret de l'étoile de la mort. Donc on voit que Rogue One a des liens ténus avec les séries télé. On en a aussi avec les livres. Alors oui, donc pour ce qui est des romans et les comics, alors rien du côté comics parce qu'une série avait été annoncée mais a été annulée entre temps. Mais du côté roman, donc avec un nouvel aube et le Seigneur des Sith, on a un lien avec l'idée de cellules rebelles. Donc ce roman-là fait notamment confronte la cellule rebelle de Rilot à Palpatine et Dark Vador qui sont bloqués sur Rilot. Et on a aussi le roman Tarkin qui, comme Eric l'a encore mentionné, met particulièrement en avant le personnage de Tarkin qui se passe 5 ans après l'épisode 3 et explique comment Tarkin en est venu à prendre le commandement du projet de construction de l'étoile de la mort. Et en même temps, il rappelle la doctrine de la terreur pour laquelle, qui met en relation Tarkin avec l'étoile de la mort. Mais l'œuvre la plus importante relative à Clone Wars dans les romans, c'est Catalyst, qui est sorti le 15 novembre en Angleterre, enfin aux États-Unis, et en Angleterre aussi, mais qui ne sortira pas en France avant quelques temps. Donc dans ce roman écrit par James Luceno, qui est le même auteur que Tarkin, on a beaucoup d'éléments qui sont mis qui expliquent le film, certains éléments du film, puisque c'est en quelque sorte un préquel. Et notamment, il y a des scènes qui font directement écho à des scènes du film. Donc, ça se concentre notamment sur la relation entre Orson Krennic, qui est le directeur du développement des armes dans l'Empire, et le scientifique à l'origine de l'étoile noire, qui est Galen Erso. Enfin, qui est à l'origine de la technologie de l'étoile noire, qui est Galen Erso. Donc le roman, bien que faible en action, offre une certaine profondeur à ces personnages. On y découvre que Galen Erso, le père de Jyn Erso, le personnage principal du film, est un expert en cristaux Kyber, d'où son lien avec l'étoile de la mort. Et aussi que il est opposé, sa morale personnelle le rend opposé étant le favori de Palpatine et ayant accompli des actions qui l'ont favorisé dans le roman Tarkin, justement, il a obtenu la direction de ce projet et Orson Krennic lui en veut énormément pour ça, et donc il y a une relation de rivalité entre les deux personnages. Et en même temps, vu que Orson Krennic veut revenir à la place frontale du projet en se servant des travaux de Galen Erso. Donc on a aussi l'explication de pourquoi l'étoile de la mort a pris autant de temps à être construite, puisqu'il faut bien savoir qu'entre l'épisode 3 et l'épisode 4, il se passe 19 ans. Donc le problème, c'est relatif au super laser de l'étoile noire, puisqu'ils n'arrivent pas vraiment à le faire fonctionner comme ils veulent. D'où le besoin aussi de Galen Erso pour le projet. Et on apprend aussi que le nombre exact de cristaux Kyber géants nécessaires à l'activation de la super arme est chiffré au nombre de 8.
Donc on voit que les liens de Rogue One avec le nouveau canon sont essentiellement littéraires. Mais est-ce qu'on en a d'autres dans d'autres médias? Est-ce qu'on les retrouve dans Alors, les jeux c'est vidéo? plutôt une question de reprendre des éléments visuels. Par exemple, dans le jeu vidéo Battlefront, qui a un DLC qui s'appelle Rogue One Scarif, qui ajoute notamment 2 personnages principaux, Jyn Erso et Orson Krennic, qui sont jouables, ainsi que divers lieux d'action, dont la planète Scarif. Je pense aussi à l'expérience en réalité virtuelle Rogue One Recon, qui raconte en 2 minutes comment une patrouille rebelle tombe sur l'étoile noire. D'ailleurs, on voit vous pouvez trouver cette expérience sur YouTube. Elle est là. sur YouTube. Ah oui, elle est aussi. Vous pouvez la faire juste là-bas, il y a un stand de réalité virtuelle. Voilà, donc vous verrez par vous-même et vous pouvez en fait en déplaçant la tête voir ce que voit le pilote du X-Wing. Et par contre, vous verrez la fin tragique aussi de cette petite interlude parce que... Ah oui, n'oublions pas aussi les guides. Donc vous avez par exemple le guide de la classe galactique qui est déjà sorti il y a quelques mois et qui figure notamment la planète Jeddah que l'on voit sur cette double page. Et aussi le guide qui vient tout juste de sortir, qui a été écrit par Pablo Hidalgo, donc membre important du Story Group, et qui fait pas moins de 416 pages en français, donc il est déjà disponible en français aussi. Et sinon, côté jeux de table, toujours chez Fantasy Flight Games, vous avez l'introduction des vaisseaux du film dans le jeu de figurines X-Wing. Et donc vous voyez là, ces 3 vaisseaux là, les autres, ça c'est un vaisseau de l'épisode 7 et ça c'est un vaisseau de rebelle, mais ceux-là sont des vaisseaux de rebelle. De Rogue One, pardon. Et donc, comme on a pu le voir, Rogue One est très fortement ancré dans l'univers transmédia de Star Wars et l'action du Story Group se fait ressentir à travers tout cela. Et on peut penser que les fans attentifs, à notre niveau, peuvent déjà repérer des éléments des futurs films. Par exemple, certains ont émis l'hypothèse que le film de Yann Solos serait orienté notamment sur les courses de vaisseaux, un thème qui revient beaucoup dans les œuvres récentes. Non, on va voir découvrir. Je te laisserai découvrir Rogue One tout à l'heure, pour une première fois. On va passer à les dernières parties. Donc c'est un peu long, on va essayer de faire rapide, sinon. On va voir effectivement comment la question de la cohérence dans d'autres licences se pose et comment elle est gérée. Donc on va voir les exemples de Marvel, DC, Star Trek, et un peu à la marge Warhammer qui a une problématique assez spécifique. Donc Simon, tu vas commencer de parler par Marvel DC. Vas-y. Alors tout d'abord, parler de la cohérence de l'univers Star Wars, c'est pas mal, mais le comparer à la cohérence d'autres univers, dans d'autres licences, c'est encore mieux. Ça donne des points de repère un petit peu, voir comment ça se passe un peu chez les autres. Alors on va commencer par Marvel ici. Alors je sais pas si, je pense que je vais pas l'introduire non plus, on va un peu et on va un peu rester à la surface parce que bon, putain, etc. En gros, c'est la BD américaine, hein, ça a émergé dans les années 30. Alors c'est évidemment plus vieux que Star Wars et dès le départ ils sont un peu confrontés aux mêmes problématiques qu'on abordera dans juste un instant. Et récemment on en parle beaucoup parce qu'il y avait sûrement toutes les adaptations cinématographiques, Marvel Cinematic Universe, tout ça, etc. sort, blablabla. Vous avez sûrement entendu parler. Et donc la cohérence dans ces univers-là, c'est... La cohérence, justement, comme Star Wars à ses débuts, elle ne s'est pas posée initialement. C'est surtout des petites histoires. Alors, Superman contre les ennemis de Superman, Batman contre c'est toujours héros contre son anti-héros, contre sa Nemesis, avec de temps en temps des petits caméos. Chez DC, il y a Batman qui va peut-être faire un petit coup, peut-être Superman, c'est extrêmement rare quand même, surtout au début. C'est surtout dans les années 40 un tout petit peu, et surtout dans les années 60, on va voir émerger des premiers efforts pour donner un peu de cohérence à tous ces univers. Et l'élément déclencheur qui amène à ça, c'est l'apparition des équipes de super-héros. Alors du côté de Marvel, on a tout ce qui est X-Men, Avengers, etc. Ici, c'est Justice League, Justice League et la Justice Society, qui est grosso modo la même chose, et qui est en fait en rapport, c'est les différences qui sont liées à, ce qu'on va tout de suite aborder, ce sont les questions spécifiques aux comics, le multivers.
Donc c'est une grosse innovation par rapport à Star Wars. Oui, bah en fait c'est justement la différence principale, c'est que les comics ont un mode en fait de cohérence qui est étalé un peu en mode horizontal. Ils ont des multivers infinis. Alors multivers c'est le thème générique. Chez DC on parle Tu peux plutôt de définir un petit peu Multiverse rapidement pour les gens qui savent. ce sont des univers parallèles, c'est ça. Chez DC, ça veut dire c'est plutôt des mondes parallèles, donc ça veut dire que vous aurez la Terre principale, la Terre 2, la Terre 3. Du côté de chez Marvel, c'est plutôt Terre 616, Terre 9000, machin, et des numérotations différentes qui correspondent en fait à des continuités différentes. Alors, par exemple, un exemple que j'aime bien particulièrement, c'est l'exemple chez DC de Superman qui en fait au lieu de tomber aux États-Unis tombe au milieu de la Russie soviétique de Staline et ça devient non pas un héros de l'Amérique mais un héros du stalinisme. C'est absolument délicieux et ça c'est par exemple un univers parallèle. On peut imaginer qu'il pourrait rencontrer le Superman classique américain, etc. Donc ça c'est une spécificité qui est complètement unique aux comics et qui s'établit comme une frontière par rapport à ce qu'on connaît chez Star Wars. Et donc c'est une réponse facile au problème de cohérence, il n'y a pas des soucis dedans, ça pose pas de problème? Alors il y a des fois des reboots, mais justement, comme les continuités et les univers sont un peu étalés sur un mode un peu horizontal, quand il y a un reboot, ça arrive, c'est rare. Enfin, c'est rare, chez DC c'est un peu institutionnalisé, ça arrive tous les 5 ans, etc. Mais chez Marvel c'est un peu plus aléatoire. Quand ça arrive, un petit reboot, ça arrive en général seulement dans une seule des continuités, dans un seul des. Par exemple, ça sera seulement la Terre 616, hop, on la reboot, on repart de zéro, etc. Mais les auteurs ne bougent pas. C'est-à-dire, Superman communiste, vision extraordinaire, reste communiste, tandis que le Superman normal, pof, on va dire, ah bon, on recommence là, on va ressortir une nouvelle édition de comics, on repart à zéro, et en fait, on repart sur un nouveau mode de Superman, mais il pourrait repousser. Donc par rapport à la gestion de l'univers légende et de l'univers canon, du nouveau canon, c'est mieux, c'est plus facile. Par rapport justement à Star Wars, il y a du mieux, il y a à la fois des avantages et des désavantages quand on regarde avec les comics. L'avantage justement c'est l'espèce de partition qui existe entre les différents univers des comics. En cas de reboot, on ne reboot pas tout. Du coup, ça peut être considéré comme un avantage. Han Solo pourrait rencontrer éventuellement un autre Han Solo et ils seraient tous les deux canons d'une certaine façon. C'est un peu ce qui se passe chez les comics. Le désavantage des BD, c'est que surtout quand sur Marvel ici ils ont plus de 60, 80 ans, etc. Avec l'âge, il y a des univers qui commencent vraiment à s'accumuler en parallèle parce que c'est un modèle un peu horizontal, plat. Ça commence à faire un sacré bazar et au final on a extrêmement du mal à se retrouver. Alors est-ce que ce Batman là il vient de la Terre 616? Non, c'est la Terre 416B. Oui, non, mais j'ai pas ça dans mes pays. Voilà, c'est un sacré bordel, donc c'est pas très clair. Donc c'est une espèce de côté obscur des comics. C'est pas forcément la meilleure idée dans laquelle Star Wars pourrait s'inspirer. Passons à une autre licence, Star Trek. Qu'en est-il dans cette grande saga voisine, concurrente, supérieure? Je te laisse décider. On vous laisse juger vous-même. Mais alors d'abord, c'est pertinent de les comparer, c'est un peu entre guillemets le rival de Star Wars, qui est plus vieux que Star Wars, et ils sont tous les deux le support principal des deux univers est d'abord audiovisuel, cinématographique, les séries, les films. Et puis aussi, ils ont tous les deux un univers étendu aux romans, aux BD, aux jeux et tous les produits dérivés qu'on peut imaginer, jusqu'aux tasses de café et autres mugs et autres jouets adultes. Donc la cohérence dans cet univers, elle est faite par qui, comment? Une des différences aussi, donc justement, c'est au niveau de comment est gérée la cohérence chez Star Trek par rapport à Star Wars. Alors, tout en fait part de la genèse de Star Trek qui est toujours un moment important, un moment pivot pour comprendre comment est-ce que tout ça se développe ensuite. On vous a fait le topo tout à l'heure. Chez Star Wars, c'est George Lucas qui il invente tout, etc. Et c'est lui qui reste un peu le génie. Et on est un peu, si je veux caricaturer, on était un peu jusqu'à 2012-2013, un peu l'otage du bon vouloir de George Lucas. Alors Star Trek c'est différent. Il y a aussi un espèce de créateur, démiurge qui invente un peu l'univers. C'est Gene Roddenberry.
un nom pas très connu du grand public. Il invente, il est responsable, et c'est lui qui donne sa patte et son caractère un peu unique à l'univers Star Trek, mais c'est pas lui qui est aux manettes, c'est pas lui qui prend en otage un peu les fans, c'est plutôt les studios Paramount, dans le cadre de Star Trek, qui avait en charge à l'origine la série TV, télévisée, et qui avait les droits de la série, etc. Du coup, comment ça s'est goupillé par la suite au niveau de la cohérence, c'était que le créateur, Gene Roddenberry pour Star Trek, des fois on l'invitait, des fois on l'invitait pas, on essayait de prendre en compte son avis, parce que bon quand même, il paraît qu'il est pas trop mal renseigné sur son propre univers, ça peut être utile. Et puis en fait au bout du premier film qu'ils ont sorti en 79, Star Trek The Motion Picture, qui était un peu une réponse au premier Star Wars, vu qu'apparemment la science-fiction grand public marchait bien, Star Trek et la Paramount se sont dit bon, on y va, on sort notre long métrage de Star Trek, surtout que nous, contrairement à Star Wars, on a une base de fans acquis depuis 10 ans, alors que Star Wars sort de nulle part. Alors ils ont dit on va impliquer le créateur Gene Roddenberry, Cataclysme, ses apports, bien que très extrêmement essentiel justement, c'est lui qui crée le machin. Le film en fait a fait un semi-échec, semi-succès, un peu. Ça n'a pas été un flop, mais il a vraiment mal marché par rapport à ce qu'ils espéraient. Ils espéraient concurrencer, voire devancer Star Wars. En fait, aujourd'hui, ceux qui ne s'intéressent pas à Star Trek ne se souviennent même pas du film. Il est assez long, un peu chiant. Et du coup, ce qui est arrivé, c'est que Gene Roddenberry a été écarté, ostracisé de tout ce qui tient à Star Trek. Et en fait, il n'est plus resté qu'un consultant où il pouvait donner sa bénédiction, mais qu'il l'ait ou pas, ceux qu'il l'ait ou pas par rapport aux créateurs qui vont apporter de nouvelles choses, en fait, n'est pas important. Et en fait, c'est juste. Donc c'est vraiment plus les studios qu'on en main. Et voilà, c'est les studios qui ont en main. Alors il y a eu plusieurs histoires de c'est passé entre les mains de tel studio, etc. Aujourd'hui, enfin depuis 2006, les droits de gestion de l'univers Star Trek sont répartis entre du coup ceux qui restent de la Paramount de l'époque, c'est-à-dire la chaîne de télévision américaine CBS, qui gère par exemple le site officiel et tout ce qui est série télé. Ils sont en train d'en faire une nouvelle série pour 2017. Et partagé entre CBS et Paramount Pictures, qui est pour tout ce qui est long métrage et tout ce qui est par exemple gestion des encyclopédies, etc. Donc on sait qu'en 2009, J.J. Abrams a fait un nouveau film. Certains ont vu ça comme un reboot. Est-ce que c'est vraiment un reboot? Est-ce qu'on part sur autre chose? Ou est-ce que c'est dans la continuité de ce qui a été fait? Parce que les liens étaient très présents quand même. Alors c'est absolument magique, parce que initialement en 2009 ça a été présenté comme un reboot. On repart de zéro, l'univers Star Trek, etc. Mais en fait, on sait maintenant depuis relativement récemment, depuis cet été 2016, en fait la Paramount, parce qu'il en reste à statuer sur la canonicité, etc. Et en fait, pour comprendre comment ça s'est goupillé, il faut comprendre un des gimmicks, un des leitmotifs, un des ressorts narratifs qui est assez souvent utilisé dans Star Trek, c'est celui du voyage temporel. Parce que Star Trek, contrairement à Star Wars, c'est de la vraie science-fiction. Du coup, et du coup, les voyages dans le temps, c'est un vrai élément narratif qui est utilisé de temps en temps. Dans les films, dans les séries, c'est quelque chose qui, ça existe, c'est dans l'univers. Donc, la problématique liée au voyage temporel, bien sûr tu le connais, c'est forcément des timelines différentes. Alors c'est un bordel pas possible, mais du coup dans le cas du reboot, ça permet de dire, et c'est comme ça que ça s'est goupillé aujourd'hui, ils ont dit on a deux timelines différentes, parce que Spock, si vous avez vu le film de 2009, il voyage dans le temps, il se passe des choses, donc du coup ça met deux timelines différentes, et du coup aujourd'hui on a en fait un double canon, ce qui est assez exceptionnel, surtout quand on compare à Star Wars. On a un canon où avec la timeline Spock a voyagé dans le passé, il a fait des choses, ça a fait les nouveaux films, et tu as tout le reste qui en fait reste tel qu'il était. Voilà. Donc c'est un truc assez intéressant. Intéressante à mettre en parallèle. Donc en fait ce n'est pas un reboot, c'est plutôt un reboot dans le sens où ils ont relancé Star Trek au cinéma. Ok. Mais au niveau de la cohérence de l'univers et du canon, etc. Bon. Une idée intéressante qu'on pourrait mettre en parallèle avec Star Wars. Certains disent que c'est un multivers Star Trek, alors il n'y a pas vraiment de terme officiel, de toute façon il n'y a personne qui chapeaute. On va passer sur ton dernier exemple qui est la franchise Warhammer. Alors là c'est un peu plus
Oui. un peu plus à la marge. Alors c'est un peu plus pointu. Alors en gros Warhammer c'est un jeu de table, un jeu de guerre avec des figurines miniatures. Alors c'est extrêmement c'est quelque chose d'assez de niche, mais il pose quelque chose d'intéressant en termes de gestion de l'univers, gestion du canon, qu'est-ce qui se passe, les reboots, tout ça. Donc c'est un cadre pour un jeu de figurines, c'est bon, t'as le jeu de figurines et tu fais des batailles à 2 joueurs, etc. Donc il y a un univers étendu qui est développé derrière. Il y a un univers qui est assez contrôlé par la corporation, par la compagnie qui gère le jeu. Il y a des livres, etc. qui viennent compléter un peu le background de l'univers. Comme ça, les joueurs qui s'affrontent, ils peuvent dire bon, on va faire le scénario qu'il y avait dans tel livre, etc. Voilà, ça donne un peu ça vient ouvrir et apporter des éléments en plus pour enrichir les parties des joueurs. Donc c'est déjà rien qu'au niveau de la gestion, ça part d'un jeu et non pas d'une histoire déjà à la base, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Mais c'est surtout le reboot, c'est un format ouvert au niveau de comment est-ce qu'ils prennent les nouvelles histoires. Ce qui est intéressant surtout c'est le reboot, entre guillemets. Là aussi intéressant par rapport à Star Wars, et ça aussi c'est un peu comme Star Trek, c'est relativement récent. En gros ils ont voulu renouveler leur gamme de produits. Et ce qui s'est passé, c'est que normalement, ce qu'ils font on cite Warhammer, mais c'est un peu le cas de tous les jeux, etc. Ils font une nouvelle gamme de produits, ils font une nouvelle version. Alors ils appellent ça comme ils veulent selon le jeu. Pour Warhammer, par exemple, c'était une nouvelle édition. Alors édition 8, édition 9, tous les 5 ans, etc. Pour dire, on a une nouvelle édition, les règles ont changé, l'univers un petit peu. Est-ce que vous pouvez racheter toute une gamme de produits? C'est un peu de l'obsolescence programmée et narrative, c'est marrant. Mais du coup, ils ont eu des chiffres de vente assez cataclysmiques. Du coup, ils ont essayé de faire une petite astuce, et c'était cette astuce qui est complètement géniale. Ils ont dit, alors l'univers tel que vous le connaissiez, il est détruit par les forces du mal, parce qu'en gros c'est des démons, il y a des démons qui sont dans l'univers de base, et ce qu'ils ont dit c'est que, alors voilà, on vous sort une gamme de livres, encore des produits dérivés, qu'ils ont appelé la gamme de la fin des temps, et ça en fait explique la fin de l'univers de Warhammer. Ok, l'univers est détruit, un peu comme si Star Wars il disait l'empereur Sidious détruit l'univers, voilà, l'univers détruit, c'est canon, voilà, c'est voilà. Alors les fans sont tristes, et là tout de suite ils sortent mais attention, Warhammer Age of Sigmar, nouveau jeu, continuité de l'univers. L'univers a été détruit, mais, et là c'est une pirouette scénaristique un petit peu, avec la fabrique du temps qui machin, les dieux de l'univers en fait prennent corps, et en fait c'est un bordel pas possible, mais en fait c'est une pirouette narrative. Ils disent l'univers a été détruit, mais sur ses cendres il reste quelque chose de vraiment fantastique, et c'est sur ça qu'on va faire le nouveau jeu. Donc, en gros, pour résumer, parce que c'est un peu compliqué, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la manière de procéder. Au lieu de, ils auraient pu, par exemple, comme pour Lucasfilm, ils auraient pu dire, nous, on a du jour au lendemain, on arrête Warhammer, ça se vend mal. On met de côté, voilà. On sort un nouveau jeu, voilà, c'est vaguement inspiré, il y a certains noms qui sont pareils, etc. Ils auraient pu faire ça, ou alors ils auraient pu faire. Ils auraient pu dire justement, ils auraient pu sortir le nouveau titre en parallèle, dire oui, alors on a ça, voilà, on n'y touche plus, c'est là pour ceux qui veulent, et en parallèle on sort le nouveau jeu Age of Sigmar. Bon, non, mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont procédé en 2 temps. Ils ont d'abord sorti leur gamme La Fin des Temps, qui vient conclure l'ancien univers, et ensuite quelque chose de beaucoup plus radical. Oui, c'est quelque chose de complètement radical. Ils terminent tout, et sur ce coup de hachoir assez drastique, ils disent sur les cendres de cet ancien univers, on va établir quelque chose de nouveau. Donc voilà. En termes de continuité, de cohérence, c'est cohérent parce que oui, il y a eu la fin du monde, etc. Donc il y a une espèce de. Au niveau de la narration dans l'univers, tu es un personnage dans cet univers et que tu arrives à survivre à la fin des temps. D'une certaine façon, tu peux continuer. Alors que par exemple, si tu étais un des personnages Star Wars de l'ancien canon, il n'y a pas vraiment d'explication intradigétique dans la narration. En fait, Lucasfilm agit par extérieur, pas à l'intérieur de l'histoire, mais en dehors. Voilà. Il y a quelque chose d'assez intéressant qui se fait aussi. Donc, merci. On va conclure. C'est le temps, déjà en délai, etc. Désolé. En conclusion, on voit qu'un univers riche pose énormément de problèmes à créer quelque chose de cohérent. On a vu que c'était pas que l'apanage de Star Wars, que tout univers un peu important a des problèmes de cohérence et qu'on a des gestions différentes. On voit aussi qu'on a une volonté actuelle de créer quelque chose de beaucoup plus lié, de beaucoup plus cohérent. Alors, difficile à dire si c'est cohérent maintenant, Est-ce que dans 10 ans ça sera encore cohérent?
avec les offres qui sont sorties. C'est tout le début. Alors, on va avoir une position moderne en disant qu'il faut être enthousiaste. On est au début d'un nouvel univers, de nouvelles histoires. Mais voilà, on garde l'esprit critique en disant voilà, on va rester à côté et on va voir ce qui s'est fait. Est-ce que la gestion à la Star Trek avec des univers pareils est peut-être pas mieux? Voilà, c'est toujours être enthousiaste parce que c'est quand même Star Wars. C'est quand même quelque chose personnellement qui m'a fait rêver quand j'étais jeune, et voir Star Wars au cinéma c'est toujours un plaisir. Même s'il y a du plaisir et un plaisir un peu moins bon. Mais voilà, c'est pas forcément tout accepté, c'est rester critique, mais enthousiaste. On va s'arrêter là, parce que sinon on va passer. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir donné.